Le 18 juillet 1973, Christine Demeter, un mannequin de 33 ans, est retrouvée morte dans le garage de sa maison. Elle est allongée sur le ventre, avec plusieurs blessures à la tête. Elle a été frappée environ 6 fois avec un objet contondant, probablement un démonte-pneu ou un pied de biche. La fille de 3 ans du couple est retrouvée indemne à l'intérieur de la maison, en train de regarder la télévision. Bonjour et bienvenue sur Sueur Froide. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez liker, commenter et partager. Merci. Bon visionnage. Pierre Demeter est né en 1933, à Budapest en Hongrie, le 19 avril. Il vient d'une famille aisée, composée de son frère aîné, son père et sa mère. Il a un niveau de vie très confortable. La famille a même leur chauffeur privé pour amener les garçons à l'école. Mais les choses allaient prendre une tournure radicale, le 2 janvier 1945, quand l'immeuble dans lequel sa famille vivait a été frappé par un obus rousse-égaré, alors que Peter n'a que 12 ans. Plus de 400 personnes sont mortes, et les sauveteurs n'ont réussi à sauver que 23 personnes, dont le jeune Peter et sa mère. La famille essaye de se remettre sur les rails, et Peter fait des études pour devenir acteur, mais il est renvoyé de l'école, en 1953 en raison de la longue histoire de sa famille d'anticommunistes. En 1954, Peter s'enfuit à Vienne, où il vit dans un camp de réfugiés. Il obtient un emploi dans une station de radio locale, interviewant d'autres réfugiés. Ici, il rencontre son ami Saba Szilágyi. En 1956, il déménage au Canada, mais peu de temps après, doit retourner à Vienne pour s'occuper de sa mère malade. En 1957, il retourne au Canada, cette fois définitivement. Il a même convaincu son ami Sabaf de déménager avec lui. Ici, ils ont vécu avec les cousins de Peter, jusqu'à ce qu'ils se remettent debout. Peter n'a que $8 en poche, lorsqu'il déménage au Canada, mais il commence rapidement à gagner de l'argent en tant qu'agent immobilier. Il vend des maisons à d'autres immigrants hongrois. Plus tard, il fonde sa propre société immobilière, investissant $20 000, pour construire un immeuble d'appartements dans l'ouest de l'Ontario. Il aurait gagné ces $20 000 grâce à une arnaque, qui consistait à tromper des investisseurs en Hongrie, mais cela n'a jamais été prouvé. En 1965, il retourne à Vienne, où il rencontre un mannequin de 29 ans, qui se nomme Marina Hutt. Il tombe amoureux d'elle, et lui propose de se marier, mais Marine est contente de sa vie telle qu'elle est, et elle refuse. Peter fait une dépression nerveuse après le rejet, et aurait même passé 3 nuits à l'hôpital avant de retourner au Canada. Peter n'a pas abandonné l'idée de se marier avec Marina, et il continue à lui écrire des lettres d'amour, et bien qu'elle ait un petit ami sérieux à l'époque, Marina se met en couple avec Peter. En 1966, Peter retourne à Vienne, pour que lui et Marina puissent célébrer l'anniversaire de leur rencontre. Mais c'est à cette époque qu'il découvre que Marina est aussi en couple avec un autre homme, ce qui va le mettre en colère, et il l'agresse. À peine 2 semaines plus tard, il rencontre de nouveau quelqu'un, une femme au nom de Christine Ferrari. Christine est aussi mannequin. Elle est née en Autriche et a déjà été mariée à un homme nommé Herbert. Ils ont un enfant ensemble, mais Christine veut faire carrière dans le mannequinat, et le couple divorce. Herbert obtient la garde exclusive de leur fils, et Christine déménage à Toronto avec Peter. Après son 27e anniversaire, elle et Peter se marient. Elle essaie de continuer sa carrière de mannequin, mais Peter devient très possessif. Il y a des rumeurs sur l'infidélité de Christine, et peut-être c'est la raison derrière le changement de comportement de Peter. Le couple a un bon niveau de vie, grâce au succès de Peter en tant qu'homme d'affaires. En 1970, ils ont une fille nommée Andrea. Comme beaucoup de couples mariés, Peter et Christine Demeter commencent à être malheureux ensemble. Bien qu'il soit impossible de dire exactement ce qui s'est passé, et ce qui s'est dit derrière les portes closes, de leur spacieuse maison de Dannedag Crescent, il est clair que l'harmonie conjugale a fait place à la colère, à la méfiance et à la suspicion. En 1972, il reprend une liaison, avec son grand amour Marina Hutt. En 1973, Marina et Peter
passent un week-end romantique ensemble dans la ville. À la fin de ce week-end, ils ont décidé qu'ils voulaient être ensemble. Marina retourne à Vienne pour régler sa vie là-bas, et ils ont prévu de se revoir un mois plus tard. Juste 4 semaines après ce week-end, Christine Demeter est retrouvée morte. Le 18 juillet 1973, Peter et Christine passent le week-end avec des amis à leur domicile. Peter emmène les amis à Toronto pour une virée shopping, laissant Christine et leur fille Andrea à la maison, pour passer une journée détente au bord de la piscine. Peter et ses amis rentrent du shopping à 21h45. Quand il ouvre la porte du garage, il trouve Christine allongée dans une mare de sang. La fille de 3 ans du couple est retrouvée indemne à l'intérieur de la maison, en train de regarder la télévision. Peter appelait la police, en leur disant qu'il y a eu un accident, que sa femme est morte, et qu'il pense qu'elle s'est suicidée. Lorsque les secours sont arrivés à la maison, ils ont vite compris que Christine a été assassinée, mais Peter essaie de les convaincre qu'elle a dû tomber en essayant de chercher quelque chose dans le garage. Cependant, il a été établi que Christine a été touchée cette fois en la tête, avec un objet contondant. Elle avait des blessures défensives, sur les mains. Aucune arme du crime n'a été trouvée. Rapidement, la police commence à suspecter Peter, surtout quand elle découvre que ce dernier a pris une police d'assurance vie d'1 million de dollars. D'ailleurs, la police découvre que Christine a contacté un avocat, quelques semaines avant sa mort, car elle avait trouvé des lettres d'amour, échangées entre son mari et Marina, et elle voulait connaître ses droits et s'assurer qu'elle a la garde de leur fille de 3 ans, Andrea. En août 1973, Peter, 40 ans, est arrêté et accusé de meurtre non qualifié. Pendant ce temps, Andrea est allée vivre avec le cousin de Peter et sa femme. Le procès, le plus long de l'histoire du Canada, commence en 1974. Il attire l'attention internationale, exposant des éléments bizarres de la pègre hongroise canadienne, et la possibilité que le mari et la femme aient simultanément comploté pour s'entretuer afin de percevoir une police d'assurance d'1 million de dollars. Lorsque Peter est reconnu coupable d'avoir engagé un tiers pour assassiner sa femme, ses motivations semblaient évidentes, l'argent et une maîtresse. Peter a clairement indiqué qu'il voulait percevoir la police d'assurance de 1,1 million de dollars de Christine. Le procès révèle que Peter a tenté d'assassiner Christine à plus d'une occasion. Dans un cas, mettant en scène un accident, en sabotant la voiture de Christine. L'équipe de défense de Peter affirme que Christine Demeter avait également un motif pour tuer Peter afin de percevoir la police d'assurance de 1 million de dollars. Peter n'a pas témoigné à son procès. Mais Csaba Szilágyi, un ancien ami et immigré hongrois, a déclaré au tribunal que Peter avait non seulement parlé de tuer sa femme à plusieurs reprises, au cours de ces 5 dernières années, mais qu'il lui avait demandé de le faire, mais Szilágyi a refusé. Il a admis qu'il savait que Peter complotait sérieusement de tuer Christine, seulement 2 jours avant sa mort. Un autre témoin à charge, qui a été encapuchonné au tribunal, pour protéger son identité, a déclaré que Peter avait engagé un tueur à gages hongrois, appelé The Duke. Ce dernier a ensuite été identifié comme étant Timró Legic, mais il est mort avant que la police ne puisse l'extrader de Hongrie. Peter est condamné en 1974. En prison, Peter est affaibli par un accident vasculaire cérébral et une crise cardiaque, et il a subi une chimiothérapie à 3 reprises. Peter a de nouveau été condamné, alors qu'il purgeait encore sa peine, pour avoir tenté d'organiser les meurtres du fils de son cousin et de la fille d'un avocat. En 1983, après avoir purgé 10 ans de sa peine pour le meurtre de Christine, Peter est en semi-liberté dans une maison de transition, de Peterborough. Le beau-parleur rencontre une femme locale de 29 ans, Lisa Ross, qui tombe amoureuse de lui, et rapidement devient sa petite amie. Le cousin de Peter, qui se nomme Steven, a la garde de sa fille et un certain contrôle sur ses affaires financières. Peter déteste Steven, et alors qu'il vit à la maison de transition, il complote avec 2 anciens détenus, pour kidnapper et tuer le fils adolescent de Steven, qui se nomme Stuart.
l'un des détenus est Tony Preston. En août de cette année-là, Peter paye $8 000 à Preston pour incendier sa maison de Mississauga. Preston se fait attraper et obligé d'informer la police des plans de Peter dans ce qui concerne Stuart. Le témoignage de Preston est convaincant et Peter est reconnu coupable en juillet 1985, condamné à 2 peines d'emprisonnement à perpétuité, simultanées pour ce complot raté d'enlèvement et de meurtre. Lors de sa condamnation, le juge du tribunal de district, Burke Smith, déclare que le meurtre à contrat d'un parent proche présente une similitude frissonnante avec le crime antérieur de l'accusé. Smith a également qualifié Peter d'homme très dangereux, très intelligent, mais diabolique. De retour en prison, Peter n'arrête pas ses machinations diaboliques. Entre la fin juillet et la mi-août 1985, il commence à planifier le meurtre-enlèvement de la fille de son ancien avocat, Toby Belmayne, qu'il a représenté lors d'une précédente enquête sur la libération sous caution et d'une enquête préliminaire. Peter avait refusé de payer la facture juridique de $46 000 de Belmayne, de sorte que l'avocat a gelé certains des actifs boursiers de Peter. Enragé, Peter complote avec sa petite amie Ross et un ancien compagnon de cellule, Peter Vistanley, pour kidnapper l'un des adolescents de Belmayne et exiger une rançon de $400 000. Le plan est de tuer l'adolescent si Belmayne ne paye pas, mais Vistanley est allé à la police et le complot a été déjoué. Les charges retenues contre Ross sont abandonnées après qu'elle ait accepté de témoigner contre Peter. Lors du procès, le tribunal apprend que Peter Demeter s'est attiré les faveurs des agents de libération conditionnelle et des gardiens de prison, en leur achetant des cadeaux. Lors de la détermination de la peine, le juge O'Donnell a exhorté le Service correctionnel du Canada à examiner le courrier et les visiteurs de Demeter et à surveiller de près ses finances. Maintes et maintes fois, il a prouvé qu'il est dangereux, s'il a accès à de l'argent. Si Peter Demeter est un psychopathe, il a une caractéristique unique. Au lieu de s'épuiser en vieillissant, il empire, a déclaré le juge O'Donnell. Peter purge actuellement sa peine au Bass Institute, à sécurité moyenne, en Ontario. Dans une interview à la CBC le 30 mai 2006, il a déclaré de manière concluante qu'il serait en prison pour le reste de sa vie.